Bonjour, bonjour chers amis, bonjour les fidèles de cette petite chaîne. Alors, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va à nouveau recevoir Max Zins qui nous avait fait déjà une intervention remarquée il y a quelques semaines, Max. Ça fait, je me Oui, rappelle plus de très bien quand, c'était avant le début du processus électoral qui s'est déroulé en Inde, qui a duré un mois et demi. On vient d'avoir les résultats. La presse française, naturellement, est quasi muette sur un événement qui est quand même très important. Elle est plus loquace sur ce qui se passe en Afrique du Sud, parce que le parallèle s'arrête là. On a l'ANC qui a reculé, et là, Modi, pour le troisième mandat, qui a également reculé, qui aurait, tu vas nous expliquer ça, peut-être des problèmes de majorité absolue. Donc, c'est quelque chose qui doit être étudié, analysé. Donc, Max, effectivement, respecte ses engagements. Il revient nous expliquer un petit peu ce qu'on peut penser de ce résultat. Je te passe la parole, mon ami. Si ce n'est que pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, je rappelle qui est Max Zins, qui est un grand spécialiste du monde indien, avec lequel j'ai travaillé il y a très longtemps, non pas sur l'Inde, mais moi, ma sphère géographique était différente. Et oui. voilà, et dans une organisation qui nous était commune à l'époque et qui existait encore. Donc voilà, c'est cette amitié, cette connivence qui fait qu'ils se retrouvent aujourd'hui sur ce plateau. Max, tu as la parole. Les élections indiennes ont été une mauvaise surprise pour Modi. Il a la majorité, une majorité très courte. Il pensait avoir la majorité absolue, il ne l'a pas, de beaucoup. Et il n'aura la majorité absolue que grâce à la coalition qu'il a formée avec quelques partis, et de peu d'ailleurs. Donc il a une majorité, c'est sûr, il va être le Premier ministre, il sera le Premier ministre, il va être intronisé par la présidente de la République, évidemment sans problème. Mais en revanche, il a eu une claque. On peut considérer que c'est une claque importante. Importante parce que n'ayant pas la majorité absolue, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il voulait faire et qu'est-ce qu'il voulait avoir? Lui, il voulait avoir non seulement la majorité absolue, mais il comptait avoir la majorité des 2 tiers de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il voulait avoir 400 sièges. Il en a 290, donc c'est une énorme différence. Bien. Et pourquoi il voulait avoir la majorité des 2 tiers? Parce qu'il voulait changer la Constitution. Il voulait changer la Constitution sur plusieurs points, mais au moins sur quelques points importants. Un, il voulait centraliser la Constitution et faire du fédéralisme indien un fédéralisme plus centralisé. Et deuxièmement, il voulait changer le nom de India pour Bharat. Bharat. Bharat, c'est le nom d'un roi indien mythique qui aurait créé l'Inde il y a quelques millénaires. Donc il avait marqué son côté hindou de façon extrêmement forte. Et il comptait évidemment avoir la majorité des 2 tiers pour modifier la Constitution en ce sens. Troisième modification qu'il voulait faire, il voulait enlever la référence à la laïcité dans la Constitution indienne. La Constitution indienne dit que la République indienne doit être laïque, notamment, enfin, elle doit être aussi socialiste. Eh bien, euh, elle n'aurait plus été laïque s'il avait gagné de façon aussi forte qu'il le voulait les élections. Donc maintenant, il a un échec, il le subit. On considère en Inde que c'est un échec malgré le fait qu'il ait été élu, parce que ses espérances étaient tellement grandes, il avait tellement mis le paquet dans les élections qu'il pensait vraiment avoir la majorité des 2 tiers. L'opposition, elle, s'en est bien sortie. Elle s'en est bien sortie pour pour une raison, disons, d'abord technique, mais qui est aussi politique, c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans la plupart du temps à proposer un seul candidat face au candidat de la coalition du Bharatiya Janata Party, qui est le parti pro-nationaliste hindou de Modi. Donc, comme elle n'avait qu'un candidat, les voix ont pu se regrouper et l'union a fait la force de cette opposition. C'était pas gagné. L'opposition qui est menée par le Parti du Congrès, qui a énormément gagné dans ces élections, le Parti du Congrès est arrivé à faire une coalition autour de lui, mais aussi avec l'accord de ses coalitionnés, si je puis dire,
il y avait à peu près, je crois qu'il y avait 26 partis dans la coalition. Donc c'est quelque chose quand même que de faire une offre électorale si concentrée avec 26 partis. Bien, il est arrivé parce que dans le pays, il y avait un ras-le-bol. Il y avait un ras-le-bol contre Modi. C'est ça qui s'exprime dans cette élection. Voilà. Le ras-le-bol, il s'exprime pour beaucoup de raisons. Mais je crois qu'il y en a au moins deux. Premier point, il insiste tellement sur le côté hindou que ça commence à effrayer les gens. Parce qu'en Inde, il y a quand même 180 millions de musulmans. Et, et on ne peut pas les supprimer. C'est pas possible de les tuer tous. C'est impossible. Il y a eu quelques pogroms, mais enfin, on est très très loin de tuer 180 millions de personnes. Donc il faut faire avec. Et, et respecter cette diversité religieuse est quelque chose de très important pour maintenir l'unité de l'Inde. Alors, évidemment, quelqu'un qui est tellement farouchement pro-hindou, ça pose quand même un problème, y compris pour des gens qui n'aiment pas les musulmans, mais qui se disent, c'est pas possible, on y va trop fort. Donc ça, c'est le premier point. Il y a eu un coup d'arrêt sur cette politique qui apparaît comme démentielle, hein, par rapport à l'intérêt de l'Inde. Donc c'est la première raison. La deuxième raison, bah, elle va de pair, c'est la laïcité. Il y a un très grand nombre d'Indiens. Il y a pas mal d'athées en Inde, hein, il faut le dire. L'hindouisme accepte aussi l'athéisme. Il y a beaucoup de gens au sud de l'Inde notamment qui ne sont pas pro-hindous, même s'ils sont hindous, et donc pro-nationalistes hindous. Et par conséquent, il y a eu un ras-le-bol sur cette question, disons, des minorités. Deuxième point qui a joué, c'est que Modi avait concentré toute sa campagne sur son personnage. Il n'avait refusé de faire aucun débat avec les partis d'opposition. Il avait développé une espèce comme s'il avait un pouvoir charismatique absolument extrêmement important. Donc, il a mobilisé la presse de façon invraisemblable autour de lui. Il a mobilisé la magistrature, il a mobilisé la police, il a mobilisé les médias. Il n'y a plus aucun média indépendant, quasiment en Inde, à part les médias qui sont des médias alternatifs. Par conséquent, ça aussi, ça a un peu énervé dans un pays où jusqu'à maintenant, il y avait une grande habitude de liberté de discussion. Et puis le troisième point, ben, c'est que les résultats économiques de Modi sont pas bons. Voilà. Il y a une désindustrialisation de l'Inde qui en fait est assez forte. Hein. Deuxièmement, il y a énormément de chômage, et notamment dans les couches les plus jeunes, entre les 16 ans et les 25 ans, c'est énorme le chômage qu'il y a. Et puis, ce chômage, il est important, beaucoup chômage urbain, très important parmi les gens qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas de travail. Donc, et puis il y a eu de l'inflation. Alors, les chiffres de l'inflation sont trafiqués par le gouvernement, donc on peut. D'ailleurs, le chômage aussi est trafiqué. Les chiffres sont trafiqués en Inde désormais. Donc on a peu de possibilités de savoir exactement la réalité. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de chômage et qu'il y a beaucoup d'inflation. Et il y a eu des mouvements de protestation contre la politique de Modi, notamment parmi les agriculteurs. Il y a eu de très grandes manifestations d'agriculteurs dans le nord de l'Inde, parce que ces gens veulent avoir des produits qui sont subventionnés, ils veulent avoir un accès à l'eau, et l'eau est catastrophique en Inde, c'est un problème énorme, et un problème fondamental, gros, c'est pas seulement Modi là, qui est responsable de ça. Donc il y a énormément de problèmes, il a pas fait face à ces problèmes. Donc ses résultats économiques sont pas bons. Or, il avait présenté son personnage comme étant il a toujours présenté comme ça, depuis les 3 fois qu'il est président du Premier ministre, je suis l'homme qui fait briller l'Inde. Ben, l'Inde ne brille pas. Voilà. Et ça, donc, on a une punition qui a été apportée à Modi par l'électorat. C'est clair, hein, très clair. Alors ça, bon, voilà, comment dire, un constat assez sévère pour lui, parce que, bon, d'après ce que tu nous dis, il avait mis toutes les chances de son côté, toutes les chances en termes d'encadrement, d'organisation, de propagande, et puis en capitalisant sur ce propos, quoi, personnalisation, tu nous dis, très forte, et puis le côté identitaire. Ce côté identitaire, est-ce que on peut considérer que c'est une bonne nouvelle? Enfin, une bonne nouvelle de notre point de vue français, c'est difficile d'avoir des avis de cette nature, mais est-ce que ça va porter un coup d'arrêt
à ce qu'il avait entrepris, qui était quand même très inquiétant. Tu nous l'avais expliqué la dernière fois. Il y avait des choses, en ce qui concernait la dimension dictatoriale de ce pouvoir, des choses qui étaient quand même très inquiétantes. Oui, ça porte un coup d'arrêt à ça. Il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pas pouvoir faire ce qu'il veut parce que s'il veut trop, ben sa coalition peut éclater. C'est quelqu'un qui est maintenant à la minorité du point de vue de l'Assemblée nationale. Il a la majorité grâce, plus de 50% des sièges, grâce à sa coalition. Dans sa coalition, il y a deux partis qui sont réellement plus importants que tous les autres. Il y a un parti régional, mais ce parti régional, il s'est allié à un parti d'un État du sud de l'Inde. Il s'est allié à lui pour des raisons électorales, pensant qu'il allait profiter de la poussée de Modi pour avoir des sièges. Ben, malheureusement pour lui, c'est pas ce qui s'est passé, donc ils vont être obligés de regarder ce qui va se passer. Et si Modi ne leur offre pas ce qu'ils veulent, bon, ben, ils peuvent tout à fait partir. Et puis il y a un deuxième parti qui était un parti soi-disant socialiste du nord de l'Inde, soi-disant socialiste, mais il s'appelle socialiste, en fait, il n'a rien de socialiste. On pourrait appeler ça le parti des corrompus. Ça serait déjà beaucoup plus correct. Euh, c'est un parti d'ailleurs de la paysannerie moyenne et de caste moyenne et basse, hein, et un parti donc très corrompu. Ben, celui-ci aussi, il s'était allié avec lui, et ma foi, si Modi ne lui donne pas ce qu'il veut avoir, c'est-à-dire des sièges et de l'argent, ils peuvent le lâcher. Donc il y a une coalition qui, dans l'année, va poser des questions. Ça, c'est clair et net. On va voir dans un an ce qui se passe. Mais il va avoir des problèmes pour garder sa majorité. En face, l'opposition, eh ben, il va falloir qu'elle garde son unité. Là, on va voir aussi comment ça se passe de son côté. Alors, la dernière fois, quand tu nous avais dressé le portrait de l'Inde du 21e siècle, euh, tu nous avais dit que et la personnalité du ministre des Affaires étrangères était de ce point de vue très importante. Il y avait une volonté d'être un acteur international important, euh, euh, même avec quelques connotations impérialistes. Mais donc, dans le mouvement que connaît le monde, c'est-à-dire l'affrontement sud global, communauté de langage, hein, Max, le sud global Occident, comment l'Inde, c'est une vision un peu prospective. Comment est-ce que l'Inde va se situer? Elle s'était rapprochée des États-Unis, il y a eu les problèmes liés à ce qui s'est passé avec le Canada, il y a eu aussi, j'ai l'impression, du réalisme sur les rapports de force internationaux. Comment est-ce que cette situation risque d'influencer ce que sera la stratégie internationale de l'Inde, à ton avis? Ben, moi, je crois il va pas y avoir de conséquences directes en politique internationale du résultat des élections. Je crois il faut bien comprendre, dans un pays d'1,5 milliard d'habitants, le mouvement de fond, le mouvement de force qui agit les gens. Euh, c'est ce 1,5 million d'Indiens qui est très très jeune, ils veulent pas qu'on leur donne des leçons. Bien. Et deuxièmement, ils ont des leçons, eux, à tirer de l'histoire. Il y a, il y a une réappropriation par l'Inde de son passé et de ce qu'elle veut, de sa propre histoire, de son identité, pas seulement hindoue, mais indienne. Et il y a donc un mouvement très fort qui fait que l'Inde est un des grands pays des BRICS. Il faut bien voir que l'âme de ce peuple au diapason d'une très grande partie des pays du monde, que ce soit en Asie ou en Afrique. Donc on a cette lame de fond. Cette lame de fond, elle s'exprime de façon très simple quand on la regarde. Il y a un très grand nombre de noms qui sont issus de la période coloniale britannique qui sont maintenant changés. Même le nom de India, qui est une origine à la fois indienne et grecque, mais aussi sanskrite à l'origine, c'est même ce nom-là, le gouvernement voulait le changer pour ce nom de Bharat. Bien. Alors là, il y a une connotation, en effet, très anti-musulmane, avec lesquelles les gens ne marchent pas. Mais la lame de fond, elle existe. Cette lame de fond, c'est une réappropriation par l'Inde de son passé, de son avenir. Les gens veulent faire ce qu'ils veulent chez eux. C'est la même chose qu'en Russie, par certains côtés. On a en Russie des gens qui disent ça suffit, quoi. Ils nous sanctionnent, mais de quelle
droit, ils nous sanctionnent. Ils n'ont pas le droit de nous sanctionner. Il y a qu'un seul organisme international qui a le droit de sanctionner, ce serait l'ONU. Mais les Américains, en tant que tels, n'ont pas le droit de sanctionner qui que ce soit, pas plus que les Européens. Donc l'Inde est au diapason de ça. Et Modi, c'est l'homme qui a pu capter ce mouvement. Mais d'autres peuvent le capter. L'opposition peut le capter, le parti du Congrès peut le capter, et d'ailleurs leur avenir aussi est de ce côté-là. Et par conséquent, si Modi perd et que les autres gagnent, ce mouvement de fond continue, et en politique étrangère, je ne crois pas qu'il y aura de grands changements. C'est le premier point. Ça, cette lame de fond, il faut bien la comprendre. En Europe, on a beaucoup de mal à la comprendre parce que on a un passé tellement arrogant, invraisemblable, qu'on n'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent réfléchir, peuvent penser. Bien. Donc Alors, ça, cette attends, lame de fond, Max, elle existe. Max, justement, je fais une petite incise précisément après ce que tu viens de dire, après je te repasse la parole bien sûr, sur la situation mondiale, les BRICS, pour passer par cette entité, ils sont finalement avec en leur sein trois États-civilisations. L'État-nation territorial, dont la France était un modèle spécifique qui a été la forme qui a émergé de façon pérenne au 19e siècle, c'est un autre débat. Là, l'Occident a en face de lui trois États-civilisations. Moi, ça m'a totalement frappé quand j'étais en Chine. Les Russes font cet effort-là maintenant de se présenter comme un État-civilisation, comme la troisième Rome. Et là, tu nous dis, l'Inde est un État-civilisation. Ça, il va falloir qu'on réfléchisse, je parle en Occident, et qu'on apprenne à vivre dans un monde où il y a des puissances de cette nature. Je te repasse la parole. Oui, oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est une lame de fond, ça. Et cette lame de fond, c'est pas une élection qui, pour des raisons intérieures, est telle ou telle, qui va changer cette lame de fond. Tous les partis politiques sont obligés en Inde d'en tenir compte. Et non seulement ils sont obligés, mais ils veulent en tenir compte. Parce que aussi, d'une façon ou d'une autre, qu'ils soient de droite ou de gauche, ben, leur âme, comment dire, bat leur cœur, bat au diapason du peuple devant lequel ils se présentent. Donc on a quelque chose de vraiment important. Le deuxième point qui s'ajoute à celui-ci, c'est le pragmatisme de la politique extérieure indienne. L'Inde a une politique pragmatique depuis très très longtemps. Depuis qu'elle est indépendante, en vérité, elle a une politique pragmatique. Et d'ailleurs, moi je dirais même bien avant son indépendance, elle a toujours été pragmatique. Elle a toujours eu une vision du monde qui lui disait, si c'est intéressant de nous allier avec ceux-là, on s'y allie. Si c'est pas intéressant, on s'y allie avec les autres. Et s'ils sont forts tous les deux, ben, il va falloir qu'on navigue entre les deux pour essayer de prendre le maximum de ce qu'on peut prendre pour ensuite, compte tenu de nos intérêts, aller vers de l'avant. Donc aller vers l'avant. Donc on a une politique extrêmement pragmatique. Ce pragmatisme, il va pas s'arrêter. Alors il va y avoir des mots peut-être qui vont changer. Le parti du Modi n'aimait pas le non-alignement. Il préférait plutôt le côté comment ils disaient, multipolarité. Bien. Mais bon, on a une politique multipolaire, mais en vérité, c'est la même chose que la politique non-alignement. Maintenant, les autres s'ils gagnent, si le parti du Congrès et les alliés gagnent, de nouveau, le mot non-alignement va être plus important, mais au fond, c'est la même réalité. C'est faire une politique favorable à ce que nous estimons indien, bon pour notre indépendance nationale. Donc on a une politique pragmatique. Et dans ce cadre-là, ben, il y a des problèmes. L'Inde a des problèmes avec ses voisins. Voilà, c'est ça la réalité. Elle a une vision générale et puis elle a des problèmes avec ses voisins. Et le problème essentiel qu'elle a, c'est avec la Chine. Alors, je lisais ce matin, parce que je pense que c'est toujours intéressant, le New York Times qui faisait une brève analyse des élections et qui avait l'air de présenter la défaite de Modi comme une opportunité pour que l'Inde se réaligne sur les États-Unis ou s'aligne sur les États-Unis avec probablement cette capacité à sortir du dilemme. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et donc, manifestement, avec ce que tu viens de nous dire, ils se font quelques illusions.
Oui, je pense, parce que la politique indienne, c'est pas une politique qui consiste à dire il y a les Russes d'un côté avec les Chinois et puis de l'autre côté les Américains. C'est pas comme ça qui résonne. On a un monde en face de nous qui est multipolaire et par rapport à à ce monde multipolaire, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils vont pas raisonner en termes d'alliance, ils ne le font pas. Euh, Simplement, ils vont tenir compte des réalités. Et à partir de là, il va falloir qu'ils tiennent compte aussi de la politique extérieure des uns et des autres. Avec la Russie, les rapports sont très bons. Vraiment, c'est bon. C'est bon du point de vue de la coopération économique, c'est bon du point de vue de la coopération militaire, même si l'importance des Russes dans l'armement indien est maintenant bien inférieure à ce qu'il était il y a une cinquantaine d'années. Là, maintenant, à peu près 30-36% des équipements militaires indiens sont russes, c'est plus ce qu'il y avait avant. Ils diversifient. Ils diversifient d'ailleurs parce qu'ils ne veulent pas être pris par qui que ce soit dans une politique éventuellement militaire qu'ils devraient faire. Donc, ils diversifient, mais ça ne veut pas dire, en diversifiant, qu'ils soient pro-américains. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils sont pro-indiens. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Bien, par rapport aux Américains, ben, ils ne les suivent pas sur un grand nombre de points. Ils ne les suivent pas sur les sanctions. Ils n'acceptent pas du tout la façon dont fonctionnent les sanctions. D'ailleurs, ils en tirent profit de ces sanctions, dans la mesure où le gaz russe qu'ils achètent, ils nous le revendent beaucoup plus cher après l'avoir raffiné. Et les Américains sont eux-mêmes obligés de dire que le gaz russe, une fois raffiné par les Indiens, n'est plus russe. Donc, c'est une gymnastique de l'esprit qu'on peut faire, mais qui fait que finalement les sanctions sont tournées. Donc les Indiens peuvent tourner ça, les Indiens sont évidemment d'accord pour continuer à commercer avec les Russes, avec les Américains également, mais la vision mondiale que les Américains préconisent, que ce soit celle de Trump ou celle de Biden finalement, ben avec ça, ils ne sont pas d'accord. C'est clair. Et l'aspect de cristallisation, la question de Gaza, c'est évidemment un point sur lequel les Indiens ne peuvent pas être d'accord avec les Américains. Donc on a des différences importantes. C'est par rapport à la Chine que ça se joue, je trouve. C'est par rapport à la Chine il y a le plus d'interrogations. Hein. Et la Chine, il faut essayer de comprendre le point de vue chinois et le point de vue indien pour essayer, nous en tant que Français, je veux dire, pour essayer de voir ce qu'ils veulent. Et essayer de le faire de la façon, disons, la plus froide possible et la plus réaliste possible. C'est pas si simple à faire. Euh, du point de vue chinois, moi, je ne sais pas exactement ce que les Chinois veulent faire avec les Indiens. La politique extérieure chinoise, pour moi, je pense que les Chinois euh, euh, sont un peu arrogants par rapport aux Indiens, et pour des raisons lointaines. Lointaines. Et par conséquent, ils estiment que le monde indien, ma foi, il est très important, il est très intéressant, mais enfin, c'est quand même pas à leur hauteur. Et donc, il y a peut-être une façon de sous-évaluer, euh, du point de vue chinois, la menace ou le danger que l'Inde pourrait représenter pour les Chinois. Ou il y a une façon de sous-évaluer, je crois, ça. Il y a, je crois, du point de vue des Chinois, un complexe de supériorité par rapport J'allais aux... le dire. Ah oui. Et bah, si c'est ça, ils vont buter sur quelque chose. Ils vont buter sur quelque chose, parce que l'Inde est une puissance nucléaire qui donc pose un certain nombre de problèmes, et c'est pas si simple que ça de traiter un grand pays d'1,5 milliard d'habitants avec trop de supériorité. Moi, je pense ça. Mais je pense que je ne sais pas qui conseille exactement les dirigeants chinois en ce qui concerne leur politique extérieure. Je ne sais pas exactement comment elle s'évalue. Mais par rapport à l'Inde, je pense que dans le cadre des BRICS et de ce qu'ils veulent faire, ils auraient peut-être intérêt à réévaluer un peu l'importance disons, de ce candidat à la puissance. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça la chose. Du point de vue du fond des rapports, c'est vrai que la puissance chinoise est infiniment plus forte que la puissance indienne, notamment dans le domaine économique bilatéral entre les deux pays, c'est clair et net. C'est-à-dire que l'industrie indienne ne tient pas face à l'industrie chinoise, face aux produits chinois qui arrivent chez elle.
elle ne tient pas. Et elle ne tient pas parce qu'elle a une politique capitaliste libérale qui pose un problème. Il faut quand même reconnaître ça. C'est que les Chinois sont arrivés à faire une économie qui est capitaliste étatique avec un rôle important de l'État et qui leur permet de jouer sur un certain nombre de choses. Les Indiens sont derrière par rapport à ça. Ils se mettent à la remorque d'oligarques indiens dont on peut s'interroger sur leurs sentiments, disons, national, carrément. Ils sont peut-être indiens, oui, mais enfin, ils s'en foutent, je pense. Alors, je vais me permettre une petite intervention. Alors, déjà, une observation sur ce sentiment de supériorité de l'Empire du Milieu sur le voisin d'à côté, qui est totalement différent. Moi, j'étais en Inde aussi. Bon, donc, aujourd'hui, bah, effectivement, un candidat à la puissance, j'aime beaucoup cette expression, il va falloir faire avec. C'est pour ça qu'il faut se garder, concernant le Sud global, concernant les BRICS, il faut se garder des simplifications. S'imaginer qu'il y a un bloc d'un côté, comme l'était auparavant le bloc socialiste, hein, qui était aux ordres de Moscou, incontestablement. Non, 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 là, ce sont des pays tout à fait différents. Alors, ma deuxième observation, elle est relative à ce que tu viens de dire, qui me fait plaisir, tu t'en doutes bien, hein, quand tu viens dire que c'est parce qu'ils ont un capitalisme libéral qu'ils sont en retard en termes de développement économique et de puissance économique sur la Chine, qui, elle, a un système, alors que tu qualifies de capitalisme contrôlé par l'État, hop, je vais inverser, je vais dire socialiste avec un capitalisme contrôlé par l'État, Oui, mais ce qui est moi, je pourrais être aussi d'accord avec cette formulation, hein. oui, je me doute, je me doute. Simplement, effectivement, moi je voulais qu'on en vienne un peu au plan économique, mais tu as commencé, c'est que quand on voit ce qu'a été la trajectoire de la Chine au XXe siècle, ce qu'a été sa révolution, ce qui s'est passé jusque au virage Deng Xiaoping, les bases qui ont permis à ce système de s'installer et de prospérer, parce qu'incontestablement, il prospère, il a des problèmes, c'est contradictoire, hein. Depuis Hegel, on sait que l'histoire est dialectique, mais ils avaient des bases qui le leur permettaient, ce qui ne semble pas être le cas en Inde, c'est-à-dire que passer à justement une économie qui serait peut-être plus adaptée à cet immense pays, euh, avec un rôle puissant de l'État et un développement à dimension socialiste, ça n'en prend pas le chemin, d'après ce que nous avais dit la dernière fois et ce que tu nous dis aujourd'hui. Ah oui, oui, mais pour moi, encore une fois, le fond, moi, je me répète par rapport à la dernière fois, mais je trouve que c'est vraiment fondamental, c'est que le côté incroyablement positif des communistes chinois et qu'il ne faut pas sous-estimer, mais pas du tout, et qui est constamment sous-estimé chez nous, c'est les réformes agraires. C'est quand les Chinois ont lancé leurs réformes agraires en 1949, ils avaient déjà commencé à le faire pendant leur lutte d'indépendance. On peut dire que c'est une lutte d'indépendance, hein, qu'ils ont tenue. Comment dire? Donc, on a une réforme agraire qui est fantastique. Encore une fois, c'est le principe des réformes agraires chinoises, c'est la terre à celui qui la travaille. Et ça a supposé des distributions de terres, ça a supposé une éducation très importante des villageois, femmes et hommes. Et aujourd'hui, c'est la conséquence, le développement chinois est pour moi fondamentalement la conséquence de ces réformes agraires et de l'incroyable développement du niveau de vie des masses chinoises qui, c'est vrai, pauvres, mais un peu moins pauvres que celles des Indiennes, ont pu un peu plus fabriquer, un peu plus produire, et comme elles étaient un peu plus qualifiées, vu qu'elles étaient plus éduquées, eh bien, elles ont lancé leur grande économie d'aujourd'hui. Donc on a, et maintenant, celle-ci utilise en effet l'économie de marché dans le cadre d'une société où l'État et le Parti communiste jouent un rôle très important. Donc on a une façon de se développer qui est considérable. Mais pour moi, encore une fois, la base, c'est la politique des réformes agraires. En Inde, il n'y a pas eu. Il y a eu des réformes agraires, ah oui. C'est la terre à celui qui la cultive. Et c'est le principe officiel de toutes les réformes agraires indiennes. Ça veut dire quoi la terre à celui qui la cultive? Ça ne veut pas dire à celui qui la travaille.
Ça veut dire celui qui la cultive, ça veut dire dans les conditions indiennes, celui qui la gère. Ben, tu peux la gérer de façon très, très spéciale, ta terre. Tu peux la gérer, par exemple, en la filant en location, en sous-location à une autre personne. C'est comme ça que ça s'est fait. Et le capitalisme agraire, lentement, s'est développé en Inde, à partir seulement des années 60, la fin des années 60. On considère à la fin des années 60 que même pas la moitié encore de l'économie, hein, de l'économie indienne fonctionne de façon capitaliste. C'est-à-dire que le reste fonctionne encore de façon féodale ou semi-féodale. Pour un spécialiste de l'Inde, on n'utilise pas exactement ces mots, mais enfin pour nous, c'est plus facile de le dire comme ça. Pré-capitaliste, disons. Donc on a, et ça c'est dû à la colonisation britannique, parce que les Britanniques avaient fait des réformes agraires qui étaient vraiment catastrophiques, hein. Donc les Indiens avaient énormément à refaire. Ben, ils l'ont refait de façon capitalistes, ils ont développé une paysannerie verte. C'est-à-dire une paysannerie qui peu à peu est devenue propriétaire, peu à peu sur des terres pas si grandes que ça, mais qui n'a pas fait monter le niveau d'éducation et le niveau de formation des masses comme ça s'est fait en Chine. Et aujourd'hui, on a un problème d'ailleurs, parce que cette paysannerie verte, ça ne veut pas dire écologique, hein. Verte, ça veut dire tout simplement ceux qui peuvent arroser leurs terres de telle sorte que les champs deviennent verts. Bien. Ils les arrosent, ils mettent des engrais, ils mettent de l'électricité, ils mettent des tracteurs. Voilà. En gros, et ils mettent du pétrole. Voilà, du pétrole pour les tracteurs. Donc on a cette idée-là. Il a fallu faire avancer l'Inde à partir de ces gens qui cultivaient, c'est-à-dire qui avaient qui peu à peu étaient devenus des propriétaires fonciers capables de réinvestir de façon rationnelle sur leurs terres. Oui, ils ont pu réinvestir chacun de façon rationnelle. Le problème, c'est que chacun a réinvesti de façon rationnelle en pompant de l'eau au maximum, en versant des engrais absolument dynamitants pour la terre. Et aujourd'hui, on a un problème énorme d'eau dans l'Inde et un énorme problème de pollution. Et finalement, on arrive maintenant à une paysannerie verte qui est devenue assez pauvre, qui n'arrive plus à vivre de ses produits, qui n'arrivent pas à les vendre correctement dans le monde, et le pays n'arrive même plus à vivre suffisamment cet îlot de paysannerie verte qui est censé devoir nourrir l'ensemble de la population. Moi, je prends des exemples extrêmement simples. Si je suis un paysan capitaliste, même pas très grand, et que je dois vivre, bon, ben, je me mets à faire des fraises, parce que je fais des fraises et je peux les exporter. Oui, seulement le problème, c'est que les Indiens ne vont pas manger des fraises. C'est pas avec des fraises qu'on entretient une population. C'est avec des lentilles, c'est avec du riz, c'est avec du blé, c'est avec des produits de ce type-là qui maintenant ne sont plus rémunérateurs dans le cadre du capitalisme indien. Donc on a une butée importante en Inde sur cette question. Et cette question est directement la conséquence des réformes agraires. Alors bien sûr que ces paysans ont été intéressants pour l'industrie indienne, parce que comme ils devaient faire des engrais, il a fallu développer l'industrie chimique. Comme ils devaient cultiver les tracteurs, il a fallu développer l'industrie lourde, la métallurgie, la sidérurgie pour leur donner un certain nombre de produits. Mais l'Inde maintenant bute devant le fait que la masse des gens n'est pas entraînée dans ce développement. Et c'est le grand drame de ce pays, c'est le chômage invraisemblable qu'il y a dans ce pays, avec finalement aujourd'hui, on arrive à une désindustrialisation. Et les grands capitalistes qui ont payé la campagne de Modi, il y en a un certain nombre qui sont de l'État du Gujarat, qui est l'État de Modi, ils ont toujours fait de la même façon. C'est-à-dire que, en gros, l'État Modi, il avait fait ça, il a fait ça au Gujarat, Modi, puis après il a essayé comment dire, de copier ce qu'il avait fait au Gujarat à l'échelle de l'Inde. Il a considéré que le Gujarat, c'était une sorte de terrain d'expérimentation, de laboratoire qu'il fallait ensuite diffuser à l'ensemble de l'Inde. Ils ont fait toujours la même chose. On privatise, ben, je ne sais pas, n'importe quoi. On privatise un port, on privatise une ville, on privatise n'importe quoi, et on donne à ce type qui va vous financer la possibilité de racheter à bon prix ce qu'on a privatisé. Et le type après fait de l'argent. Et on a maintenant en Inde une bande d'oligarques qui est qui est beaucoup plus riche que la bande d'oligarques chinois. C'est ça le problème. C'est un commentaire sur la différence de richesse entre riches et pauvres. C'est que l'écart de richesse en Inde est beaucoup plus grand que l'écart de richesse en Chine. Moi, je ne vais pas défendre l'idée que des oligarques chinois peuvent gagner 1000 fois plus que le salaire
un Chinois normal, je ne vais pas gagner, je veux pas défendre cette idée-là. Mais alors, en Inde, encore moins, parce que c'est encore plus. Et, et qui plus est, c'est pas un développement qui bénéficie à l'ensemble du pays. On n'a pas une vision nationale de ce développement, on a une vision financière. Voilà. C'est un capitalisme Et voilà, financier qui se nous y développe sommes. purement pour l'intérêt de quelques grands magnats qui font de l'argent là-dessus. On n'a pas ce même type de choses en Chine, même s'il y a des oligarques très riches. On n'a pas ce même type de choses. Et Alors, d'ailleurs, avec ce que une Poutine est en différence. train de faire, c'est précisément ça. C'est que Poutine est en train de corriger ce que Yeltsin avait fait, avec d'ailleurs le soutien occidental absolument considérable. Il est en train de corriger cette façon de faire. Et c'est pour ça que Poutine a le soutien vraiment de la majorité de son pays. En Inde, Modi l'a perdu. Parce que le pays ne peut pas soutenir une politique dont on ne voit pas les effets positifs pour la masse des gens. Je suis désolé d'être Écoute, si simple que ça, hein. non, mais c'est pas simple, c'est fondamental. Ce que tu viens de dire, euh, c'est tout à fait caractéristique. Moi, je me réfère à ta première intervention chez nous sur justement ce soutien des oligarques, de l'oligarchie, par certains côtés plutocratie d'ailleurs, qui de ce soutien a maudit. Or, donc, effectivement, il va rester au pouvoir, mais ce système commence à je veux dire, à montrer ses limites. Ah oui. Il les montre comment? Avec le résultat des élections. Dernier point que je voudrais voir avec toi, euh, c'est la question ethnique, c'est-à-dire l'anti. On va utiliser un mot qui chez nous était vaguement interdit, l'islamophobie de Modi, enfin de son système, vis-à-vis, enfin cette islamophobie pour un pays où tu nous as rappelé, il y a 170 millions, hein, c'est ça le chiffre que tu as donné, de musulmans. 180 millions, oui. Pardon, 180. 180 millions, oui. Oh, ok. Et donc, est-ce que ça va pas mettre un bémol? Parce que dans les explications que tu nous as données de ce vote, tu disais que cette islamophobie faisait un peu peur à la population indienne qui se méfie peut-être des affrontements interethniques. Oui, alors, tout à fait. Mais elle fait peur parce on se dit, mais où ça va compte tenu de l'importance de la minorité? C'est impossible de continuer comme ça avec cette violence, sans que ça pose problème pour l'unité indienne. Or, si les Indiens veulent être une grande nation capable de jouer un rôle dans le monde, il va falloir qu'ils maintiennent leur unité compte tenu de leur diversité. Par conséquent, Modi a une proposition qui les envoie dans le mur. Il faut bien voir. Modi, c'est un homme qui est très très lié à l'extrême droite hindoue, mais très très lié. C'est un homme qui a été formé par les organisations hindoues nationalistes. C'est un homme qui a été formé par des livres qui ont joué un rôle très important pour lui. Il y en a un qui est fondamental pour comprendre ce qu'on appelle en Inde l'hindutva, c'est-à-dire l'hindouité. On défend l'hindouité. Eh ben, tout le monde comprend que si on défend l'hindouité, les chrétiens et les musulmans, ils n'ont pas grande place à avoir dans cette hindouité-là. Alors, qu'est-ce que c'est l'hindouité? Pour Savarkar, qu'il avait défini dans un grand livre, un grand livre, un livre clé, dès 1925, c'est la Bible, hein. Ce livre, c'est Hindutva, qui est hindou. C'est ça, oui, the Hindu. Qui est l'Hindutva? C'est qui? Eh bien, c'est l'amour de son pays et à l'époque, de sa patrie. Et la patrie, à l'époque, elle comprenait le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde, hein, c'était sous les musulmans. Bien. Deuxièmement, c'est l'appartenance à la même race. Le mot est dit, la race hindoue, hein, c'est en termes de gens qui sont nés dans dans cette région. Et troisième point, être prêt à développer avec passion tout ce qui est bon pour les hindous. Voilà. Donc on a une façon de définir l'Hindutva, c'est-à-dire l'avenir indien, qui pose un problème essentiel, enfin existentiel, je dirais, pour l'unité de ce pays. Les chrétiens comme les musulmans. Et il a buté là-dessus, sur cette question.
Bien, eh bien écoute, Excuse-moi. Bah, il y a un côté, un peu ethnique dans la façon de définir la majorité hindoue par, par Modi. On appartient c'est curieux de dire ça parce que un très grand nombre de musulmans sont des hindous qui ont été convertis à l'islam au cours de l'histoire. Donc, on ne peut pas faire la différence entre un hindou et un musulman en Inde, c'est absolument impossible. Comme on ne peut pas faire la différence entre un catholique et un protestant en France, c'est pas possible. Bien. Mais il y a une façon hein, ethnique ou quasi ethnique de définir la majorité hindoue. C'est celle qui est sur cette terre de Bharat. Bien. Donc ça exclut des gens qui feraient pas partie de ça. Et ça rappelle un peu cette politique euh, de Modi à la politique de Netanyahou. Parce il y a un rapport entre cette politique-là et cette façon de concevoir que la majorité doit être prise en compte plus que les autres avec la politique israélienne. Et ceux qui le disent, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a des chercheurs qui sont des chercheurs israéliens qui mettent en rapport la politique ethniciste de la politique, de la politique israélienne avec la politique hindoue de Modi. alors, espérons que ces évolutions dangereuses, puis c'est bien de rappeler d'où vient Modi, auront peut-être effectivement, non pas subi un coup d'arrêt, il ne faut pas se faire d'illusions, mais auront été partiellement rejetées par le résultat, enfin ce que démontre le résultat de ces élections. Écoute, Max, merci infiniment pour ce tour d'horizon des conséquences du scrutin qui vient de se dérouler. Je me tourne vers mes téléspectateurs, enfin je ne sais pas comment on peut les appeler, pour leur dire que effectivement on s'efforce de faire de la réinformation. Je suis triste de voir que mon pays, là je parle de son système médiatique, hein, je ne parle pas des réseaux, je ne parle pas de toute la sphère dissidente, mais que la presse système de mon pays se désintéresse d'une grande partie de l'humanité qui est absolument passionnante. Elle t'a passionné toute ta vie, hein, puisque tu as Oui, oui. consacré hein, une grande part de ta grande intelligence à essayer de la Non, non, comprendre. ma modeste intelligence Oui, modeste. Non, non, au non, 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 service d'un attends. très grand pays. Hein, Pas au service, non, au et service d'une compréhension. d'une capacité d'analyse et de compréhension que tu as ensuite restituée. Bien, eh bien, écoute, je vais te rendre au printemps galicien et puis te remercier encore une fois et ben, de dire à nos amis à très bientôt. On continue ce travail de réinformation. On va peut-être faire un petit tour par le Mexique. Parce qu'il y a eu aussi, c'est une année extraordinaire, hein, il y a des Ah oui, élections oui. tout le temps. Il y a les élections en Afrique du Sud, très importante. Il y a ce qui vient de se produire au Mexique, très important aussi. Le voisin immédiat des États-Unis qui a réélu un candidat du parti au pouvoir, celui de López Obrador, et massivement. Ça raconte pas mal de choses. Il y a les élections européennes chez nous qui n'auront pas de conséquences directes concernant le fonctionnement de l'Europe, mais des conséquences politiques intérieures évidentes. Donc, oui, oui, c'est une année très importante. On a déjà eu la réélection de Poutine. L'année dernière, en fin d'année Ah, dernière, il on a manque eu... plus qu'une seule élection hein, à tenir, c'est en Ukraine. Oui, j'allais oublier que notre ami Zelensky, qui est reçu aujourd'hui par, le jour de cet enregistrement, qui est reçu par Madame Yael Braun-Pivet, va peut-être mettre un pins aux couleurs de l'Ukraine, ce qui personnellement ne me choquerait pas plus que ça. Le problème, effectivement, est que on va avoir, certains disent, mais c'est pas mon opinion, la mère de toutes les batailles au mois de novembre avec les États-Unis. Mais c'est assez extraordinaire de voir ce monde qui se recompose, les plaques tectoniques qui bougent et par-dessus tout un tas de mécanismes électoraux qui vont accentuer dans telle ou telle direction et qui vont avoir des conséquences. On vit une période tendue, voire dangereuse, mais relativement passionnante. Max, à très bientôt. Je te remercie, au revoir.